Ok. Veuillez nous lever pour saluer la présence de l'équipe des professeurs conférenciers de ce soir. Nous en suivons. Après cette prière, nous allons être au docteur de Novembre pour présenter pour la prière d'ouverture. Tu nous as demandé de le purifier, de le retourner et en produire tout ce qui est nécessaire à notre vie. Dans ce jour, d'un événement douloureux qui a duré près de 5 siècles, Israël, qui n'oubliaient jamais qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient 4 confiés. Que ta grâce soit sur nous ce soir. Que tu nous accompagnes dans tous les débats. Ainsi de soutenir les compréhensions. Tu as la part des noms. Tu disposes favorablement à leur intention ou à leur avantage, même les adversaires. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. La même donne notre souveraineté, Congo, béni de liberté, que nous lèvons à notre poste. Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, ministre provincial du Tourisme, Monsieur l'administrateur du territoire, Messieurs les membres du comité de gestion des différentes institutions académiques de Mwanda, Messieurs les membres des corps académiques et scientifiques des institutions académiques du territoire de Mwanda, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ces lieux au nom de l'enseignement supérieur et universitaire du territoire de Mwanda. Soyez tous les bienvenus. Et quand je cite le professeur Théodore, je cite aussi toute la délégation qui l'accompagne et toutes les personnes qui pourront certainement intervenir, à qui il pourra accorder la parole. Dire que je vais présenter, non, moi je vais présenter le professeur lui-même et lui pourra présenter son équipe quand il aura la parole. Le professeur Théodore Ngoy est professeur d'université. Il a été candidat à la présidence de la République au mandat passé, aux élections passées. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous avons failli avoir un professeur à la tête du pays, car cela n'est rien, ce n'est que partie de vice-professeur. Je crois que l'enseignement supérieur n'était pas suffisamment aperçu. Donc le professeur Théodore Ngoy est responsable au niveau de l'UNESCO sur tout ce qui concerne la traite négrière, comment elle s'est passée, quelles conséquences il faut en tirer et comment nous allons la vivre prochainement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive plus. Donc c'est le répondant au haut niveau pour notre pays dans cette matière. Je ne voudrais pas faire semblant de quitter sa matière, je ne le saurai jamais. Mais je voudrais simplement, professeur, saisir cette occasion. Nous sommes dans le territoire de Mwanda. Hier, vous avez vu, nous étions à l'UKP et madame la présidente de la conférence, le recteur vous a dit que nous étions dans le territoire de Mwanda, ce qui est vrai. En fait, le territoire de Mwanda a donné naissance à la ville de Goma. Et là, on corrigera cela pour qu'on fixera les choses. Le territoire de Mwanda qui vous reçoit aujourd'hui, situé entre 5 degrés 56 de latitude sud et 12 degrés 21 longitude Kabinda, au sud par l'Angola, au sud-est par la ville de Goma et à l'ouest par l'océan Atlantique. La cité de Mwanda ainsi que le fleuve intermittent de Tondé au nord et l'océan Atlantique à l'ouest. C'est donc une cité encastrée entre plusieurs rivières et fleuves.
Elle avait été déclarée free en 2013, mais aucune disposition administrative n'a été prise pour lui conférer ce statut jusqu'à ce jour. Elle est toujours sous l'autorité de l'administrateur du territoire de Moana. Le territoire de Moana comprend, outre la cité, 3 secteurs faisant ensemble 32 groupements et plus de 200 villages et campements agricoles et de pêcheurs. Bien que chacun de ces 3 secteurs ait son dialecte particulier, la langue du Congo est parlée dans tous les territoires, ayant à ses côtés le Lingala comme partout dans le pays. La cité est cosmopolite, avec presque toutes les tribus de la terre du Congo et plusieurs communautés africaines, occidentales et asiatiques. Voilà, c'est de cette cité dont vous allez parler, cette cité dont vous allez faire vraiment le berceau de l'histoire de l'esclavage au Congo de départ, où la fin pour ne pas dire que c'est vraiment le départ. Maintenant que vous avez su... Je voudrais, pour commencer, m'adresser à son Excellence, Monsieur le ministre provincial du Congo central, qui est le ministre de la Justice et des Droits humains, le ministre du Tourisme et le ministre des Relations avec l'Assemblée provinciale, qui est aussi mon confrère avocat. Je m'adresse à lui pour le remercier, au nom du comité scientifique et de la délégation que j'ai conduite ici, et au nom de l'État congolais d'ailleurs, qui le représente bien lui, parce que depuis que la décision a été prise de venir identifier, valoriser le site de mémoire des Siafoum, il s'est impliqué. Il s'est impliqué et il faut que cela se sache. Il s'est impliqué personnellement pour que tout ce qui est préparatif se réalise. Et c'est ce qu'il a fait. Et il nous a accueillis au nom du gouvernement provincial. Nous le remercions. Et je prie en tant que pasteur que Dieu le bénisse pour qu'il vous serve encore ici, dans la province, et qu'il nous serve tous, parce que nous sommes tous de Moana et tous du Congo. Je viens de rencontrer, comment il s'appelle, monsieur, quelqu'un qui nous a expliqué les marmites à moins d'un village. Voici ce qu'il m'a dit. Je suis de Moana, mais je suis aussi du Maniema. Parce que quand je suis entré dans l'armée, c'est au Maniema que j'ai été formé et j'ai été envoyé pour travailler. Nous sommes donc tous des Congolais. Monsieur l'administrateur du territoire, merci de nous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le chef de poule de l'enseignement supérieur et universitaire de Goma, Mwanga et Bafleur et DG de l'Institut supérieur de l'éducation et des pêches. J'ai cité le professeur Mavwemba, que je voudrais remercier parce qu'il a été saisi dans un délai très court et il nous a rassemblés. Il était avec moi hier à Goma, il est parti immédiatement pour venir travailler avec tous les chefs d'établissement qui sont ici afin que nous puissions échanger sur la question de la traite. Et tout à l'heure, il vient de faire un discours dans lequel il nous a détaillé ce territoire et ses dimensions et ses richesses.
J'ose espérer que vous me mettrez ce document-là, prêché, tout à l'heure. Alors, je voudrais saluer messieurs les membres, présidents, membres des comités de gestion de l'Institut supérieur de navigation et des pêches, de l'ISP Mwanda, de l'ISETEC Mwanda, de l'ISPG, de CEFOMA, campus de Mwanda, de l'ULK, campus de Mwanda, de l'UDA, de l'ISTEM. S'il y a d'autres choses que vous oubliez, vous comprenez que je n'ai peut-être pas l'information. Mais je vous salue tous. Et que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Théodore Ngoï-Ilouanseka. Je suis professeur de droit et de méthodologie juridique. Je suis en effet docteur en droit pénal, option droit privé judiciaire de l'Université de Kinshasa. Mais je suis aussi ce qu'on dit en anglais LLM by Research. Parce que j'ai présenté à Oxford Books University à Grande-Bretagne une thèse sur la présomption d'innocence. Et je suis évidemment diplômé d'études supérieures en droit, licencié en droit, mais je suis aussi licencié en sciences politiques de l'Université de Lubumbashi et agrégé d'enseignement. Je suis pasteur de l'église de la Communauté de Kinshasa. Je suis avocat. Voilà. Et on me l'a dit, j'ai été candidat président de la République. 2018. Le pays est extraordinaire. Notre pays, il est vaste. Il faut que demain, Dieu nous donne, aujourd'hui et demain, Dieu nous donne l'occasion de jouir de toutes ces richesses. Qu'on est en train de nous voler, qu'on nous vole depuis la traite des guerres. Depuis la traite des guerres, depuis la colonisation et jusqu'à ce jour. Alors, je suis ici en tant que président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et coordonnateur avec le secrétaire permanent de la Commission nationale de l'UNESCO du comité chargé d'organiser les conférences, les activités d'identification, des lieux de mémoire, l'érection des monuments commémoratifs, etc. Alors, je ne suis pas seul ici. Il y a dans cette salle, à moins qu'il soit sorti pour un devoir, le représentant de Madame la ministre de la Culture et des Arts. Voilà, on m'a dit qu'il est parti. Et il y a ici des professeurs d'université. À ma gauche, en première position, vous avez votre ancien ministre national de la Culture et des Arts. Le professeur Suleiman Moukedi, il est également ancien vice-ministre de la Défense et ancien vice-ministre des Sports. Mais ici, il est conférencier en sa qualité de professeur de philosophie. Il est docteur en philosophie, il complétera. Après lui, regardez-les bien, vous l'avez certainement vu à la télévision, parfois en train d'échanger avec moi, n'est-ce pas, en donnant des directs et des gauches, parce que c'est l'homme de conviction. Il est la 8e personnalité de l'IDPS, le parti au pouvoir, comme on dit chez nous. Il est député provincial élu du Kasaï central. Mais les docteurs en droit, il va compléter, il est professeur de droit public à l'université de Kinshasa. Alors, nous avons après lui M. Malouta, Mardoché Malouta. Mardoché Malouta est économiste. Il va vous parler de la raison pour laquelle, en très peu de temps, de la raison pour laquelle il faut enseigner la traite négrière aux enfants.
les professeurs Choubaïba vous parler des formes actuelles de la traite négrière et de ce qu'en pensent les Nations Unies. Le professeur Moukedi va vous dire comment les Négobo et tous les esclaves ont résisté. Parce qu'on fait croire que nous étions contents d'être amenés pour la traite. C'est vrai ça? Non. Il y a eu résistance. Et les plus résistants, c'était des Négobo. Et vous en parlez tout à l'heure. Moi, je vais vous parler de la traite négrière en tant que crime contre l'humanité et génocide. Et ensuite, je vais vous parler du projet pour des esclaves. Et puis, je vais vous donner la parole pour poser des questions. Et nous allons faire ce petit débat qui va nous aider. La traite négrière, c'est un achat et une vente des personnes qu'on appelle les noirs. On les achetait et on les vendait comme esclaves pour aller travailler dans des plantations, des manufactures, des usines, si vous voulez, avec leurs mains comme des machines. Parce qu'on considérait que les Noirs d'Afrique étaient robustes plus que les Indiens, que l'on a voulu au départ utiliser pour construire l'économie de ce qu'on appelait le monde libre, le nouveau monde, l'Amérique. Et évidemment, c'était les Européens qui sont venus construire l'Amérique. Et donc, il fallait construire l'économie héros-américaine. Les Indiens mouraient, un évêque, Las de Casas, a proposé les Noirs. Et pourquoi les Noirs? Non seulement parce qu'on disait qu'ils étaient robustes, forts, résistants, mais on a dit parce qu'ils sont maudits. Et on a enseigné ça dans l'Église, que les Noirs sont des êtres maudits et qu'ils ne peuvent trouver la réalisation de leur destin, qu'ils ne peuvent avoir l'avenir qu'au service du blanc. Toute leur vie. Ils sont nés pour être esclaves. Ça, c'est la conception théologique qui a été soutenue par l'Église, même l'Église protestante. On enseignait tous les dimanches, à l'école de dimanche, que nous sommes inférieurs. Et cela est entré dans l'esprit de beaucoup de Noirs qui croient à tort que le blanc est supérieur. L'Église catholique, par ses papes, a donné des bulles papales. Les bulles papales, c'est un document important par lequel le pape prend des décisions. La décision de convoquer les conciles ou de nommer pour une nomination épiscopale. Alors, le pape Nicolas V a donné des bulles au Portugal et à l'Espagne. Vous savez que le Portugal traitait déjà avec le royaume Congo. Il y avait des relations diplomatiques. Il y avait des prêtres au royaume Congo pour travailler au développement du royaume Congo. Quand le pape a donné cette bulle, il va en donner encore une autre, d'autres papes donneront aussi des bulles. Quand le pape a donné cette bulle au roi Alfonso V, eh bien, les prêtres qui travaillaient avec les Noirs dans le royaume Congo sont tout de suite devenus des négriers. On a commencé à arrêter les Noirs, à enlever les Noirs, à les acheter et à les amener. On les amenait aussi pour être des esclaves parce qu'on considérait que, sur le plan du point de vue philosophique, ce sont des êtres qui n'ont pas d'âme. Montesquieu, vous avez parlé de Montesquieu, il dit ceux dont il est question sont noirs de la tête aux pieds. Il est impossible que Dieu qui est si bon ait pu mettre une âme, et surtout une âme bonne, dans un corps noir. Et vous avez étudié Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. On nous a parlé de ces gens-là. Au lieu de nous enseigner Zanéga, Macacoubet, par exemple. Mais on nous a enseigné Jean-Jacques Rousseau qui dit que nous ne pouvons pas comprendre
les choses de l'esprit. Alors que la preuve a été trouvée ici avec l'os du Chango à la frontière de la RDC de l'Ouganda, que les mathématiques sont nées ici. Il y a des preuves aujourd'hui nombreuses que la plupart des choses que nous jugeons aujourd'hui sont l'œuvre de Noirs. Le premier document sur le droit humain, je parle ici en présence du ministre des droits humains ici, ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme et des citoyens des Français, c'est la déclaration du peuple mandingue, de Sundiata Keita, avec les chasseurs, qui ont dit que l'esclavage c'est la pire des choses dans leur déclaration des droits humains, déclaration qui est devenue un patrimoine de l'UNESCO. Quand vous regardez les antennes paraboliques, les ampoules, vous regardez les ascenseurs, ce sont les Noirs qui sont les inventeurs. Je voudrais vous dire que la première, une des grandes universités anciennes, c'est l'université de Tombouctou, au Mali. Donc ne dites jamais, ne pensez jamais que vous êtes inférieur à celui qui s'appelle homme blanc. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas créé des races. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est la mélanine, génétiquement, qui fait que vous soyez sombre. Parce que vous avez beaucoup de mélanine. Celui qui est clair de peau, il a moins de mélanine. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de race. Et sur le plan juridique, le roi Louis XIV de France a signé, a promulgué une ordonnance qu'on appelle le Code noir pour dire, en son article 45, que les esclaves, les noirs bien sûr, sont des meubles et des bêtes. Ils doivent, et en Amérique, on les appelait institutions particulières. Et les propriétaires d'esclaves payaient l'impôt pour l'esclave comme ils payaient pour tout autre bien. Voilà ce que nous étions, et c'est pour ça qu'on nous a vendus. Nous partions, le père à la Louisiane, la mère en Guyane, le fils à Cuba. Famille séparée, avec des numéros matricules, on nous cantonnait à des endroits et on nous embarquait enchaînés à fond de cales de négriers et on nous amenait à l'étranger. Alors, depuis 1993, disons 1993, les Haïti et les pays africains ont demandé qu'il y ait un projet qui va faire parler de l'histoire de la traite de négrières. Parce que dans les manuels européens, on n'en parle pas. C'est à peine récemment qu'on va commencer à en parler, mais pas comme ça s'est passé. On ne dit pas comment on tuait les femmes enceintes, comment on les éventrait, comment on tuait ceux qui étaient affaiblis. On ne dit pas comment on violait les femmes, comment on violait les enfants. Est-ce que vous savez que le numéro matricule était fait au fer rouge, mis au feu? Tout ça, on ne dit pas. Il faut qu'il y ait un travail de réécriture de l'histoire. Il faut qu'il y ait un travail d'identification des liens de mémoire. Il faut qu'il y ait un rappel chaque fois, par une célébration chaque année, de ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'on a créé ce projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave, avec un comité scientifique international et des comités scientifiques nationaux que j'ai l'honneur de présider pour la RDC. Notre rôle, c'est d'identifier les sites de mémoire en parlant, en découvrant les sources orales, mais aussi les sources écrites. C'est-à-dire, si parmi vous, il y a des personnes qui, par leur famille, ont appris l'histoire de la traite, il faut être en contact avec nous. Je vais vous donner mon numéro de téléphone, vous pourrez m'écrire. S'il y a des gens qui ont écrit, eh bien, il faut qu'ils
fassent partie des comités scientifiques. Et nous allons installer des comités scientifiques dans chaque territoire, dans chaque endroit où il y a eu la traite négrière. Le professeur Mavoïba est déjà quelqu'un qui constitue une source orale et écrite très importante. Le projet Route de l'esclave a aussi pour mission de célébrer tous les 23 août le souvenir de la traite négrière de son abolition. Pourquoi le 23 août? Parce que dans la nuit du 23, la nuit du 22 au 23 août 1791, en 1791, les esclaves qui étaient sur l'île Saint-Domingue, qui est devenue Haïti, et les République dominicaine se sont révoltés. Savez-vous que 64% des esclaves qui se sont révoltés sont des Nékongo? L'un d'eux s'appelle, non, Mabika d'abord. Il y a d'abord Mabika, c'est Mabika, et ensuite Makaya. Ils ont été à la tête de toutes les rébellions. Et Makaya, c'est comme ça que vous proposez. Makaya. Voilà. Makaya a lutté. Quand on parle souvent de Toussaint Louverture, mais lui, à côté de Toussaint Louverture, il a dirigé des bandes d'esclaves, et qui ont tué aussi, qui ont détruit les plantations, qui ont détruit, parce que le noir n'acceptait pas l'esclavage. L'esclavage a eu des conséquences terribles sur le plan de notre mentalité, sur le plan de notre éducation, sur le plan de notre culture, sur le plan économique et sur le plan démographique. Sur le plan de notre mentalité, souvent nos filles veulent croire qu'il faut s'habiller comme les blanches. Il faut mettre des cheveux comme des blancs et parler comme des blancs. Voyez, vous êtes une noire. Je vous ai donné des beaux cheveux, des cheveux crépus sont beaux. Vous allez mettre une perruque qui sent mauvais et vous parlez aux gens la tête comme une blanche. C'est vraiment l'esclavage qui continue. Vous portez les pantalons, alors que chez nous, dans notre culture, les femmes, c'est la décence. Nous avons les pans qui sont très beaux. Pourquoi vous ne les portez pas? Pourquoi vous montrez vos seins comme les Européens? Pourquoi vous montrez vos ventres? Parce que vous faites croire que c'est ça la culture. Notre culture, la femme doit être décente. N'est-ce pas? Elle peut étudier, être ministre, mais doit être soumise à son mari. C'est aussi la Bible. Elle est mère, elle éduque ses enfants. Mais on nous fait croire qu'il faut faire comme les Blancs. Il faut s'habiller comme les Blancs. Il faut rire comme les Blancs. À l'époque de Kassavou, qui est devenu premier président, les Belges qui ont pratiqué la traite intérieure post-missionnaire belge, parce que nous avons connu 3 sortes de traites. Je vais y arriver tout à l'heure. Les Belges donnaient une carte de mérite civique pour qu'un noir, un des Congos devienne évolué. Vous avez entendu parler des évolués? Eh bien, les Blancs allaient chez les candidats à la carte de mérite civique. Ils vous regardez comment vous mangez. Si vous mangez comme les Blancs, si vous riez comme les Blancs, si vous parlez comme les Blancs, si vous vous habillez avec votre col là, et vous regardez devant vous, et vous riez. Vous ne riez pas. Vous riez. Et vous faites ça. Oui, c'est ça. On vous dit, vous êtes évolué. Et cette mentalité commence à demeurer. N'est-ce pas? Ici, au lieu de dire, par exemple, que vous vous appelez Samba, Edouard Samba, vous dites que je m'appelle Edouard Samba. Edouard Samba, et je suis ministre. Non. Tout ça, ce sont les conséquences de la traite négrière. Ils ont détruit nos structures sociales et mentales. Ils ont désorganisé les royaumes qui existaient, qui étaient bien structurés. Nous vivions au sein de nos clans, nous développions, nous avions nos lois.
séduire, nous tuer. Je vous ai dit qu'il y a eu trois formes de traite régulière, n'est-ce pas? Eh bien, la première traite a laissé des vestiges à Tongoni et même ici, parce que les Arabes sont arrivés jusqu'ici. Vous les savez, non? À Tongoni, au Maniema, à Nyangwe, etc. Mais la deuxième traite, la traite transoceanique, a laissé des traces partout en République du Congo. Vous avez un marché d'esclaves qui était à Kinshasa, la baie de Galiema, on amenait les esclaves vers le Rwanda, à Congo-Brazzaville. Vous aviez des marchés de Tongoni, au Maniema, de Nyangwe, vous aviez les marchés de Kanyamakassese, vous avez la place de Bédère à Matadi, il y avait un marché d'esclaves à Boma, et ici où nous sommes, dans le territoire de Rwanda, il y avait un lieu de cantonnement des esclaves en Voula. Et c'est en Voula qu'est né les créoles et les vaudous. Parce que les esclaves ne venaient pas seulement d'ici, ils venaient de Boma, ils venaient de Mazabungu, de Matadi, du Congo, du royaume Congo, mais aussi de l'Angola. Si le royaume s'établit à l'Angola, ils venaient du Congo-Brazzaville et ils se sont rencontrés. Les Bayomé, les Bantandou, chacun avait sa langue et chacun avait ses croyances. Ils ont décidé qu'il faut créer un code, un langage pour s'entendre. C'est ça les créoles. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous entendez les créoles, vous allez entendre du Kikongo là-dedans. Vous allez entendre du Kintandu. Vous allez entendre du Kiyombe là-dedans. N'est-ce pas? Et ils ont créé les vaudous. Ils ont dit qu'il faut que nous mettions ensemble le code magique, la sorcellerie ensemble, pour avoir une seule religion, une seule puissance, les vaudous. C'est en Voula. Voula, c'est aussi les lieux où ils ont construit des maisons, où ils restaient, des billets, qui se sont donnés à des relations avec des femmes ici. C'est pourquoi il y a beaucoup de filles chez les hauts, chez les bas, chez les Woyo, il y a beaucoup de petits. Il y a, c'est où les villes, c'est Vista. Et c'est la ville de Vista qui témoigne de cela. Et on peut leur retrouver même qu'ils avaient construit des maisons. Ils avaient construit des maisons où ils restaient, les négriers. Mais nos ancêtres, tous ceux qui étaient esclaves, on les mettait dans la forêt parce que c'était des animaux. Il y a des manguiers où on les faisait asseoir, ils restaient là dehors, nus, généralement. Mais les négriers étaient dans la maison, parce qu'elles c'était des hommes. Nous, les noirs, on était sur les manguiers, dans la forêt, parce que nous étions des animaux. Et après, on allait les évacuer à Makoko. Makoko, c'était un port, un lieu d'embarquement. Il y avait aussi Kumbi. Vous connaissez Kumbi? Comme lieu d'embarquement. Et il y avait aussi la plage de Tonde. Et même à Banana, à l'Ambouchir, où il y avait un marché traditionnel avant que les Belges ne viennent. Mais c'est ce lieu-là qui a servi aussi les marchés. Alors, donc, ici, où nous sommes, a été un lieu d'un drame, d'une tragédie qu'il faut que nous fassions connaître. Il faut que nous sachions ce qui s'est passé et les conséquences. C'est pour ça qu'on va convoquer un symposium international sur l'autorité du président de la République qui va rassembler politiquement les chefs d'État, scientifiquement tous les chercheurs des Rwanda, du Congo tout entier et de l'Afrique pour qu'on dise qu'est-ce qui s'est passé et qui doit payer les conséquences. Tous ces pays qui se sont enrichis grâce à la traite, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, le Portugal, l'Amérique, etc. Vous êtes ceux, nos ancêtres sont ceux qui ont construit ces pays-là. Cette histoire, il faut qu'on la connaisse. Le projet de l'esclave doit, à pour mission de faire inscrire l'enseignement de la terre et de donner le programme même de l'enseignement de la terre. Venez participer à ce travail pour écrire le programme que nous avons fait voter au Parlement pour qu'on enseigne la traite. Il faut que depuis l'école primaire, les enfants connaissent la traite négrière. Voilà, mesdames et messieurs,
Je vais demander à Malouda de me dire pourquoi il faut enseigner cette fête en très peu de temps. Et ensuite, je vais donner la parole aux deux professeurs chacun tour de rôle. Monsieur Malouda, vous avez la parole. C'est pour notre modeste personne un grand honneur que de se retrouver dans un auditoire si hétérogène où la science, la culture, le patriotisme se font voir. Et également, c'est une crainte pour moi, un tremblement, quand on va parler des si éminents professeurs d'université, des scientifiques qui ont beaucoup étudié cette matière et ils nous demandent à nous d'essayer en quelques minutes dire quelle est l'importance de cet enseignement dans l'école primaire et secondaire. La tête négrière, les professeurs pourront vous le dire, a connu beaucoup de phases et beaucoup de sortes. Et nous verrons que les enfants, nos enfants, ont été victimes de cette traite négrière. Et ce, à 3 niveaux. Le premier niveau, les enfants dont les parents étaient vendus comme esclaves devenaient des responsables prématurément. Ils devenaient des responsables prématurément, devant prendre leur avenir en main, seuls. Au deuxième niveau, les enfants dont les parents ont été vendus esclaves sont devenus de ce fait responsables. Et la destinée de bon nombre d'entre eux a été brisée. Et troisièmement, les enfants vendus comme esclaves et ceux dont les parents ont été vendus comme esclaves ont subi une certaine limitation importante dans leur conception et leur vision de la société. Mais alors, on me posera la question, pourquoi l'enseignement au niveau primaire de cette matière qui est si là? Il est fait un constat très malheureux dans notre système d'enseignement, dans lequel l'histoire de ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont causé un grand bouleversement dans la société africaine est plus enseignée que notre propre histoire. Moi qui vous parle, je maîtrise très bien l'histoire des Carolingiens, des Mérovingiens, la Première Guerre mondiale, la guerre de sécession, la guerre des 6 jours, la guerre des 100 ans. Mais c'est à peine que je commence à bien maîtriser la tête négrière. Partant de ces constats, il apparaît clairement qu'une réforme éducationnelle doit se faire en accordant une place prépondérante dans l'enseignement en rapport avec notre propre histoire et dont les enfants doivent s'approprier. Le primaire étant la souche d'où est tiré ce qui deviendra consommable plus tard, après transformation, il est donc nécessaire et important que l'histoire de la traite négrière fasse partie intégrante du programme qui y est enseigné. Car les enfants, c'est comme les matières premières. Si nous ne les transformons pas ici, elles seront transformées ailleurs et elles nous reviendront avec une autre valeur que nous pourrons acheter. De la même façon que nos enfants, si nous ne leur inculquons pas notre histoire dès le bas âge, ce sont les autres qui pourront leur donner leur vision de cette histoire et ils nous reviendront avec une autre conception de notre histoire. Quels peuvent être les avantages si nous enseignons la traite négrière à nos enfants? Premièrement,
l'appropriation de cette histoire par les enfants. Ils vont se l'approprier. Deuxièmement, l'identification de nos enfants aux Noirs qui sont passés outre, mais nous avons à apprendre que les Noirs qui sont de l'autre côté ont été les Noirs d'Afrique. Troisièmement, ce sera la formation d'une identité propre. Nos enfants apprendront à être ce qu'ils sont appelés à être. Quatrièmement, la connaissance de ces grands problèmes conduira les enfants à détecter et analyser certains faits, une sorte de prévention, afin d'éviter la répétition de ces grands phénomènes qu'est la dette de prière. Il faut que nos enfants soient avertis. Quels sont les objectifs que nous attendons? C'est la formation, comme je l'ai dit tantôt, d'une élite propre, responsable, et à même de travailler pour prévenir les désastres de ces gens. En même temps, l'intériorisation de la tête de prière comme un phénomène dont les conséquences influent largement dans notre vie de chaque jour. Et ce ne sera pas le seul exemple où les enfants pourront être enseignés de leur propre histoire. Parce que, à titre illustratif, nous avons le peuple juif où leur histoire en général, ainsi que l'histoire de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale, leur sont enseignés dès la maternelle, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre. Et même les Palestiniens maintenant, ils se battent pour qu'ils puissent mettre dans leur enseignement les problèmes qu'ils connaissent avec l'État hébreu. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est dans la pratique que repose le succès de l'introduction de l'enseignement sur la tête des prières. Ainsi, un accent particulier devrait être mis sur 1. L'élaboration de matières spécifiques traitant de tous les aspects de la tête des prières à intégrer dans le programme scolaire. Deuxièmement, dans la formation des enseignants, car un enseignant qui n'aurait pas maîtrisé la tête des prières ne saura nullement l'enseigner à ses élèves. Troisièmement, une synergie parents-enseignants, afin que les élèves vivent avec ces sujets et en parlent tant à l'école qu'à la maison, qu'ils puissent avoir un système de préceptorat où les matières sur la tête des prières enseignées à l'école seront également enseignées au niveau de la maison. Quatrièmement, dans le volet des matériels didactiques, il faudra concevoir des bandes dessinées, des documentaires, la production de représentations théâtrales, des cartes géographiques et autres, expliquant dans le moins de détails la traite négrière. Et là où c'est encore plus intéressant, pour inciter à ce que cette histoire soit réellement bien enseignée, il faut que dans les épreuves qui seront organisées à la fin des cycles primaires et secondaires, intégrer des chapitres entiers qui se retrouveront dans les questionnaires à proposer aux élèves. Les élèves de TENAFET et examen d'État, de telle sorte que la tête de prière soit une véritable matière à étudier pendant les périodes d'examen de fin de cycle. Et au niveau supérieur, il faudra encourager les étudiants à avoir, qui été très content quand notre éminent professeur Théo Moï nous a dit que son mémoire de licence avait porté sur la tête des prières. Et il faut qu'il y ait une incitation à ce que nos étudiants puissent traiter de ces sujets. Et quand j'étais étudiant, pas seulement dans de l'histoire, mais de tous les domaines, que ceux qui font la marine, la navigation, puissent avoir des sujets, par exemple, l'étude du transport par voie maritime des esclaves d'Afrique jusqu'aux Amériques. Un sujet très important qui pourra vous amener à des recherches. Qu'un économiste puisse étudier les conséquences socio-économiques de la tête des prières. Et ainsi de suite, dans tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines éducationnels, on puisse retrouver ces grands sujets. Et quelle pourra en être une perspective? L'histoire de la tête des prières et la procédure de l'esclavage, de par l'importance qu'elle revêt,
devra conduire à la définition des véritables politiques d'enseignement, lesquelles pourront conduire à la création des groupes, des forums, des séminaires, en vue de la rendre présente dans les esprits et dans la vie des enfants. Des concours, des prix, sur base des différents domaines, art, télévision, littérature et autres, devront être créés pour encourager nos enfants à exceller davantage dans la connaissance de cette histoire. La RDC, notre pays, ayant payé le plus lourd tribut avec plus de la moitié d'esclaves, le gouvernement devra initier des programmes et des activités spéciales en faveur du cycle primaire et secondaire afin que l'histoire de la traite des grillés et la question de l'esclavage entrent dans notre ADN intellectuel académique. Et en conclusion, l'enseignement perçu également comme un moyen vers la paix, pouvant aussi œuvrer à la réconciliation des peuples. Celui qui intègre l'histoire de la terre des prières conduira sûrement à une obligation morale pour, d'un côté, renforcer notre identité dans les chefs des enfants et de l'autre, chercher une voie de réconciliation avec les autres peuples. Les enfants du primaire et du secondaire qui se seront accaparés de cette histoire sauront bien garder et protéger notre patrimoine commun. C'est en rendant compte que la meilleure de vie, c'est celle qui s'écrit chez soi et que nous devrons tous travailler, nous mettre tous d'accord afin de toujours résoudre nos problèmes sur le sort de nos ancêtres. Car si nous nous laissons emporter par l'étranger, nos problèmes deviendront encore beaucoup plus compliqués à résoudre. Je vous remercie. Vous parlez des formes actuelles de la traite des terres. Monsieur le Président, je tiens aussi cette occasion pour remercier Son Excellence Monsieur le Ministre de Tourisme de la province du Congo central, mais aussi les autorités universitaires qui nous accueillent dans ce cadre et toutes les autorités publiques ici présentes. On m'a déjà présenté par le président du comité scientifique. Je m'appelle Jean-Claude Chilumbayi, je suis enseignant à l'université de Kinshasa et avocat au barreau auprès de l'appel de Kinshasa-Gombe. Je suis député provincial de la province de Kinshasa et centrale à Kama. Voilà. Il m'a été demandé d'intervenir sur un thème, les Nations Unies et les nouvelles formes de traite humaine ou d'esclavage, arrêt sur une œuvre abolitionniste inachevée. Si ce que j'ai retenu de ce thème, c'est que lorsqu'on parle traite négrière ou on parle d'esclavage, le trait commun, c'est que l'on se situe en face d'une situation d'une personne placée dans des conditions de propriété privée. Ça signifie une personne utilisée comme un bien. Et dans cette condition, le propriétaire ou le détenteur de la personne qui est dans cette condition-là est appelé à jouir du droit traditionnel, des droits fondamentaux des propriétés lorsqu'on a un bien, notamment le droit de l'utiliser, le droit de l'aliéner ou le droit d'en tirer le fruit lorsqu'il l'utilise, comme dans ce cas précis, comme instrument de production. Mais ici, vous aurez certes constaté que lorsqu'on parle de l'esclavage ou l'on parle de la traite négrière, on parle d'un événement de l'histoire. On suppose que c'est le passé. Le passé, pourquoi? Parce que la pratique, dans son sens naturel et élémentaire, n'existe plus en tant que tel. Mais le passé aussi parce qu'elle a été abolie par la règle de droit au plan international. Et cette abolition, nous allons devoir noter qu'elle n'a pas été au départ une abolition concertée. Ça signifie que
tous les États du monde ne s'étaient pas mis immédiatement d'accord pour dire qu'il faut abolir la traite négrière parce que les gens ne l'ont pas reconnu le même jour comme une valeur négative. C'était plutôt des abolitions sélectives et unilatérales. Chaque État pouvait se réveiller en tenant compte de ses intérêts et de son honneur sur le plan international et décider d'abolir. J'ai pris hier l'exemple de la France qui a plutôt saisi l'occasion du Congrès de Vienne en 1815 pour s'allier à la Grande-Bretagne et déclarer en fait conclure l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage. Mais il est arrivé un moment où l'ensemble des pays du monde, ce que nous dit la communauté internationale des États dans son ensemble, a fini par prendre conscience que l'abolition était bien évidemment une insulte, était une atteinte à la conscience collective, plutôt la traite négrière était une insulte et une atteinte à la conscience collective de l'humanité. Effectivement, pour la traite négrière n'est pas du passé parce qu'on continue à nous relier non noirs à cette tragédie. Cette tragédie qui a entraîné pour nous l'avilissement. La traite négrière a été une opération d'avilissement. Avilir, rendre quelqu'un, un être humain vide, c'est-à-dire lui retirer toute valeur, mais surtout lui retirer le sentiment de sa valeur. Je terminerai d'abord. On retire alors qu'on a le sentiment qu'il est un être humain, qu'il est. Alors, je vais très rapidement parler de la résistance, puisque on ne peut pas parler de la traite négrière sans parler de la résistance. On ne peut pas donner l'impression que les Noirs, troisième forme de résistance, les révoltes. Sur 8 bateaux qui partaient de le rivage, qui partaient de Makoko, qui partaient de Londres, etc., un bateau était secoué par une révolte. Et il y a eu des révoltes réussies. Alors là, je vous laisse imaginer, vous savez que nos ancêtres esclavagisés ne circulaient pas sur le bateau. Non, ils sont esclavagisés, non. Ils étaient enchaînés. Alors, dites-moi comment des gens qui sont enchaînés s'emparent de leur chaîne, s'emparent de l'équipage blanc et prennent le contrôle du bateau pour en prendre. Voilà comment ça s'est passé. C'est dans les livres de l'histoire. Ça, c'était le premier contexte que j'ai décrit, le contexte de la traversée de la Terre. Donc, ces bateaux qui voguaient, ces bateaux emportaient tout un esprit de réforme. Ces bateaux emportaient toute la résistance dont l'homme est capable. Comme il dit. Vous posez des questions claires, courtes. Questions. Je suis étudiant à l'université. Ok. Question. Vraiment, je suis très content, très joyeux de voir les gens qui ont dit qu'il y a des unités parmi vous. Ils prennent la cause de peur. Vous avez énuméré certaines nouvelles pratiques pour cette fête. Moi, je voudrais vous aider. Je voudrais aussi participer à une fête une forte de nouvelles fêtes de moi. Moi, je suis enseignant dans mon pays. Oui, c'est ça. Bon. Enseignant dans mon pays. On me fait travailler uniquement pendant 1 mois. Et on me paye moins de $100. Parce que on doit parler. Moins de $100. Merci. Moi, monsieur Bangou Yanzambi, Bangou Yanzambi, étudiant à l'ISP. Ma question est celle-ci. Est-ce que notre
ancêtres, ils étaient capturés par la force, par l'homme blanc, ou ils étaient vendus par leurs propres frères. Moi, en tant que fils né de l'État, je suis contre de ce que vous avez mis les professeurs morts. C'est Madame Pauline Kwangu Mbenza. Pauline Kwangu Mbenza. Moi, je n'ai pas une question, mais c'est une préoccupation. Je ne sais pas si vous avez toutes les respects quand vous êtes entré dans les sites, si vous avez vu les tableaux de visibilité. En entrant dans les sites de la forêt des esclaves, si vous avez vu les tableaux, ok, c'est moi qui ai placé les tableaux, j'ai eu à travailler avec Pinide par rapport au projet de traite des esclaves. Alors, j'ai une histoire, j'ai tout un projet déjà élaboré. Et nous avons eu à le parler avec M. Potopoto de l'UNESCO. Je ne sais pas s'il est encore là, permettez-moi de citer son nom. On a eu à travailler avec M. Potopoto et tous les ministres précédents. On a eu à travailler, mais ça n'a pas abouti. Et c'est qu'on a des amis que vous êtes pasteur, et c'est un problème spirituel aussi dans ce site. Il faut aussi être plus spirituel. Très bien. Alors, par rapport à la culture, peut-être pouvoir appeler là la culture, parce que peut-être la culture avec vous, peut-être pour la culture avec vous. Je vous remercie. On a compris ce numéro et un téléphone. On a contacté Bishop pour incorporer. Président des études de l'ISPGT à moi. La question est celle-ci. Vous avez parlé que nous devions réviser l'histoire, mais ici, à notre territoire du monde, nous n'avons pas de bibliothèque où nous pouvons trouver des livres parlant de notre histoire. Permettons des cas congolais. Si aujourd'hui vous partez, quel sera l'avenir de notre histoire pour nous, habitants congolais, résidents du monde? Je suis étudiante à l'ISP. Mademoiselle Chancelier, Oui. Ma question est brève. Plus des questions. Qui a aboli la traite de pierre? Deuxièmement, quelles sont les conséquences du commerce triangulaire? Merci. Moi, c'est Christian Papa, étudiant à l'ISP Manda. Je voulais poser des petites questions. La première question est liée à la politique. Il y a l'un des conférenciers qui a parlé des nouvelles formes de la traite négrière. Mais moi, je pose la question. Aujourd'hui, là, lorsque nos politiciens utilisent les petits peuples pour atteindre leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins, n'est-ce pas aussi une autre forme de la traite négrière pour les esclaves? Je veux dire que, à l'exemple des Blancs qui utilisaient le noir comme des esclaves afin de résoudre leurs besoins et satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, les politiciens qui manipulent le petit peuple pour satisfaire aussi leurs besoins. N'est-ce pas une nouvelle forme de l'esclavage? Et puis, deuxièmement, vous avez aussi parlé, vous avez évoqué le valeur de nègre pour nous dire que nous, les Noirs, ne sont pas faibles. Nous ne devons pas nous considérer comme des petits peuples. Et il y a un intervenant qui a parlé de la manière dont nous, le Nord, nous contribuons à l'évolution des autres nations, par exemple, dans la religion, l'islam, nous contribuons pour l'Arabie Saoudite et les religions. Alors la question est la suivante. Par là, vous nous appelez à revenir aussi dans nos religions ancestrales, afin que nous puissions maintenant tout contribuer à l'interne au lieu de contribuer dans les religions et ceux qui sont traités les nègres. Merci beaucoup.
Bien, merci. C'est Eugène Mandinga, finaliste à l'ISP Rwanda. Je suis premièrement content aux organisateurs pour cette activité qui s'inscrit dans le cadre scientifique. Je m'adresse au deuxième et au troisième intervenant. Le deuxième a évoqué les problématiques de mettre à nos enfants la notion ayant trait à la traite négrière. Puisque l'enseignement national de notre pays dispose d'un programme national, ma question est celle de savoir si cette matière qui sera intégrée à nos enfants ne sera là que pour nos enfants du Congo central et du territoire du Rwanda, où ça sera un programme national. Et puis, l'adresse au troisième intervenant, il nous a dit ici que le traite négrière était l'apanage de l'homme blanc à nos ancêtres. Or, nous vivons chaque jour au quotidien, car du territoire du Rwanda, le chêne mal intentionnel, communément appelé le Kuruna, qui nous traverse tous les jours en nous remplissant ce que nous disposons déjà, puisque nous sommes étudiants, après avoir fini nos cycles terminaux, nous allons avoir par exemple de l'emploi, et il y a des gens qui étudient difficilement. Après avoir ici d'abord là où nous organiser, et puis vraiment un Kuruna vient pour empêcher de disposer. N'est-ce pas que l'esclavage attribué à l'homme blanc, à nos ancêtres, nous le vivons chaque jour à côté de ceux qui vivent avec nous. Je vous remercie. Oui, je m'appelle Bafenga, je suis étudiant, je suis parent. Mais je m'appelle Bafenga. Bafenga. Bon, merci. En tout cas, je salue d'abord tous les auditeurs. Vous savez que cette traite que vous venez de parler, c'est passé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous sommes en train de faire devant la population que les gens ont la chance de diriger? Quand on voit les gouvernants actuels, ils ont abandonné la population. Ils sont incapables de protéger la population. Il y a un militaire qui venait dire qu'il a $100 et combien d'années il venait de faire pour son enseignement. Mais les Noirs sont plus méchants par rapport à ceux qui nous ont traités parce que nous avons commis le développement à l'état esclave. Nous avons aussi lu et écrit et qu'aujourd'hui, les Congolais qui sont gouvernants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à la population avec toutes les difficultés? Toute personne qui arrive à un système du travail. Je réponds au nom de Victor Laurent, le fils. Je réponds au nom de Victor Laurent, le fils. J'ai deux questions. La première est que, qu'est-ce qui a fait en sorte que les Nécongo puissent se révolter contre l'esclavage? Quelle a été la motivation de ces derniers? La deuxième question est que vous avez dit que les Blancs considéraient les Noirs comme des machines. Et vous avez dit aussi que le premier mathématicien est africain. Je pense qu'ils étaient intelligents. Mais pourquoi nos ancêtres n'ont pas eu la force et le courage pour se défendre contre l'esclavagisme dès le début? J'ai constaté que beaucoup d'entre vous sont professeurs, des responsables politiques et religieux et des politiciens. La politique, c'est d'accorder du bien-être à la population, c'est d'assurer sa sécurité et de veiller à la légitimité. Voyez-vous, comme moi je crois, que ce mariage entre la science, la politique et la religion
peut apporter réellement au Congo central et au Rwanda, réellement un petit paradis. Je m'appelle M. Mboumbeli. Je suis le secrétaire général académique de l'ISETEC Mouamba. Ma question est très courte. Un des intervenants a dit qu'il existe au Congo aujourd'hui des organes qui trafiquent les êtres humains. Et il a même enchéri pour dire que la raison de cette salle, de telle salle besogne, c'est le manque d'une éducation de qualité. Moi, je voudrais donner ma contribution, c'est une préoccupation. Croyez-vous que le manque d'emploi dans nos différents milieux, est-ce que cela ne contribue pas à de telles salles besogne? Je réponds au nom de M. Emmanuel, je suis le secrétaire général académique de l'ISPG Trianon. Ma question est tellement complète. Je voulais savoir, quand nous parlons de l'esclavagisme, est-ce que la race blanche a connu aussi l'esclavagisme? Si elle a connu l'esclavagisme, quel lien y a-t-il entre la traite négrière? Je m'appelle Bobochi Ibuka André. Je suis chef des travaux, je suis attaché à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA à Kinshasa. J'ai une petite préoccupation. Je vois la conférence, elle est pilotée par le religieux, qui sont les pasteurs. Je voulais savoir quel est l'objectif visé par cette conférence. Moi, j'ai vu les professeurs qui l'ont fini. Il a donné l'exemple en Italie, où on continue le racisme dans les jouets de racisme. Est-ce cette conférence, c'est pour exciter la jeunesse à se revolter contre le blanc? Ou bien quel est l'objectif de cette conférence? Qu'est-ce qu'on peut dire? L'histoire des gens, à part l'histoire. Je voulais tout simplement, oui, je vais terminer. Je veux bien qu'on appelle l'histoire. Mais je pense que s'il n'était pas la collaboration des blancs, on ne pourrait pas s'en sortir. S'il n'y avait pas la collaboration des blancs, par exemple, les sortes d'alliance de Léopold II, ce sont des Anglais qui nous ont sauvés pour qu'on puisse arrêter cela. Allez, je dis bien ceci, que s'il n'y avait pas de collaboration, s'il n'y avait pas de blancs, s'il n'y avait pas de blancs, s'il n'y avait pas de blancs qui aidaient les noirs pour s'en sortir, que ce soit l'abolition de l'esclavage, que ce soit tout ce qu'on a connu, même dernièrement aux États-Unis, les noirs ne peuvent jamais en sortir. Et comme aujourd'hui, on doit faire des conférences. Après vous, ce sont les blancs qui ont libéré de l'ordre de l'esclavage. Je dis, les blancs jouent un grand rôle plus que le noir, comme on dit les amis ici. Les noirs. Oui, non, on ne va pas faire des. Non, je parle des. Je voulais dire là-bas. Je vous écris là-bas. Je parle des. Je suis pas d'accord. Merci, professeur, pour la parole. Moi, c'est Espoir Mbembe, assistant. Professeur, j'ai connu ces gens de conférence avec le vieux professeur Bioya. Mais à la place, Espoir Mbembe. À la place de l'éducation, disons en plus de l'éducation, tu peux les proposer comme moyen pour faire résistance à cette traite qui continue à prendre forme. Il y avait une proposition selon laquelle, au cours de ces conférences, il était prévu à ce qu'une loi soit votée de telle sorte que pour renforcer les civismes, parce que vous pouvez l'évoquer ici, et s'il fallait aujourd'hui demander à la jeunesse comment pouvons-nous faire résistance à cette traite, nous ne saurons pas nous en sortir. Alors, ces conférenciers à l'époque, c'était 5 proposés
sont proposés à la fin des cycles secondaires avant de passer à l'université qui est étudiant. Oui, Alfred Luis Baganga, DG de DSP, promoteur de DSP. Une contribution et une question. La première contribution, c'est que, à l'avantage de l'Assemblée, le stockage de mélanine n'est pas une fatalité. D'ailleurs, c'est une richesse. Sans la mélanine, nous, à l'anatomie, vous ne pouvez pas voir, ni le blanc ni le noir ne peuvent pas voir. Parce que dans l'œil, il y a la mélanine, que ce soit chez les blancs ou chez le noir. Dans la olfaction, il y a aussi la mélanine. Donc sans la mélanine, la vie est impossible. Et d'ailleurs, dans le changement climatique, quelle est la question? Oui. La deuxième, d'abord la question c'est ici. À vous entendre parler, c'est comme si vous êtes à l'école de l'ancien président, le président oui, qui apprenait le recours à l'authenticité ou d'abord le retour après le recours. Pourquoi à l'époque vous n'avez pas appuyé, l'université n'a pas appuyé le président Mobutu alors qu'il était vraiment dans le droit chez elle. Merci beaucoup. Voilà la question. Merci pour la parole. Attendez, vous êtes excusez-moi, vous êtes médecin. Merci pour la parole. C'est monsieur Floribert qui... Ok. Je vais poser une petite question. Monsieur Floribert. Floribert, accord de oui. J'ai suivi avec attention toutes les interventions en tant que scientifique et enseignant. J'ai résumé les tout en l'ordre que je vous explique. Aujourd'hui, la traite régulière a changé de forme en traite intellectuelle. Ce qu'on appelle actuellement la démocratie. Sur le plan économique, je finis après une correction. Sur le plan économique, il y a confiscation des droits des populations aux ressources, à leurs ressources naturelles. Sur le plan environnemental, posez la question, c'est oui. J'ai fini. Posez la question. Ma question est celle-ci. Je vais, il reste de propos là. Ma question est celle-ci. Quel management devons-nous adopter pour mettre fin à l'esclavagisme dans toutes ses formes? Pourquoi? Parce que la démocratie nous a apporté l'esclavagisme. Il viendrait parmi vous les députés, vous allez dire qu'aujourd'hui là, l'homosexualité sera votée. Et vous là-bas, vous dites que nous sommes d'accord. Et pourtant, ça est tout le reste. Bien, merci. Je vous en prie. Amen. Pour le professeur Philémon. Bon, par exemple, on demande au professeur Philémon pourquoi nos enseignants n'ont pas pu se défendre dès le début. Hein? C'est nous allons vendre le fils. Alors, il demande quelle est la motivation de la révolte de Congo. Je vous réponds, depuis la résultat. Ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup d'esclaves qui étaient à l'île Saint-Domingue, qui est devenue Haïti, sont venus de cette terre. C'était les Bakongo. Et la plupart d'entre eux, même le professeur comme vous l'expliquer, il a déjà dit, c'était son exposé, la résistance c'était déjà dès le début. Dès le début, les gens ne voulaient pas de l'esclavage. Il y a certes, on nous a expliqué d'ailleurs là-bas, il y a des parents qui permettaient, enfin, pour la société,
remettait des bandits, des gens qui étaient antisociaux. On nous dit qu'on les remettait aux portugais qui venaient et qui mouillaient l'encre. Mais en général, c'est des gens qui ne voulaient pas, même celui qu'on livrait, parce qu'il était indiscipliné, il ne voulait pas partir. C'est pourquoi les gens se battaient, les gens résistaient. Et les Congo seraient même les auteurs de la première constitution haïtienne. Donc c'est une fierté pour nous de voir que les Congolais ont été résistants à la traite dès le début. Le professeur répondra à ça. Et, quel est l'objectif de la conférence? Je n'ai pas même temps pour celui qui dit est-ce que le programme, ce sera pour le programme de l'enseignement, c'est toute la République. N'est-ce pas? Le ministre de l'enseignement supérieur a écrit aux universités qui ont été choisies pour que nous fassions des conférences. Mais le ministre, le professeur qui est ici, en droite, a demandé qu'ici aussi à Mwanda, on puisse parler. C'est comme ça qu'il a demandé au chef de poule, avec la programme, pour qu'on ait aussi la conférence ici, pour vous. Le but, c'est qu'ensemble, d'abord, on puisse dire ce qu'on sait de la traite. Comme on a entendu des gens qui ont dit ce qu'ils savent de la traite. Qu'ensuite on comprenne c'est quoi qui s'est passé, quelles sont les conséquences de la traite et comment réparer. Il y a quelqu'un qui a demandé ce que sur le concerne de la traite, mais nous en avons parlé. Les conséquences sur le plan culturel, les conséquences sur le plan économique, sur le plan politique, nous en avons parlé. Alors, quel lien avec l'esclavage des Blancs? D'abord, il faut savoir que l'esclavage a toujours existé, même dans nos sociétés, dans la Bible même. Mais il était interdit de la vente, c'est ça qui était interdit. La traite de grière, c'est le commerce fondé sur l'idée que le noir, c'est un maudit, c'est un être inférieur, ce n'est pas une personne humaine, c'est une bête. Il doit être au service de la société héros-américaine pour la construire, pour faire son économie. C'est ça la différence. Mais les Blancs aussi ont été faits esclaves dans leur société et même en dehors de leur société. À Rome, même en Égypte, il y avait des esclaves. Bon, je crois que je vais laisser les autres collègues répondre aux questions. Les gens de l'église, s'il y a une question. C'était bon. Les Blancs étaient méchants, mauvais. Bon, mais c'est aussi méchant de la part du Congolais quand il a le pouvoir de ne pas faire le bien, de ne pas protéger son peuple, de ne pas nourrir son peuple. Et il y en a, dès qu'ils deviennent ministres, brusquement ils deviennent riches, mais pour eux-mêmes, ils n'enrichissent pas la population. Ça c'est un fait vrai. Voilà. Il y a quelqu'un qui prétend que les Blancs, les chefs de travaux, que les Blancs nous ont développé. C'est totalement faux. C'est une aliénation. Parce que avant que les Blancs ne viennent ici, nous existions comme royaume Congo, royaume Cuba, royaume Luba, royaume Lunda, plusieurs royaumes et plusieurs empires qui étaient très bien organisés, très bien structurés. Nous vivions au sein de nos clans et nous évoluions très bien. Nous étions très bien éduqués. Les Blancs, s'ils voulaient nous développer, ils n'allaient pas d'abord détruire notre organisation politique, ils n'allaient pas détruire nos structures mentales et sociales. Ils allaient nous apporter, comme au royaume Congo, avant la traite de Guinée, nous apporter ce qu'ils avaient. Nous étions civilisés. Ne nous dites pas que, comme on a écrit là-bas à l'entrée de Matadi, que c'est ici qu'on a ouvert le bassin du combat à la civilisation. Non, on a ouvert au monde. Mais nous, nous étions civilisés. La civilisation étant des valeurs auxquelles un peuple croit, qui les définissent, qui les distinguent des autres peuples.
Le blanc, au contraire, a commencé par prendre les meilleurs d'entre nous pour aller travailler pour lui. Ensuite, il a commencé à prendre nos richesses, il prend jusqu'à aujourd'hui. Les nouvelles formes de guerre, c'est la guerre de l'Est. Ce sont les différentes guerres qui permettent aux autres de prendre nos richesses. Donc, ce n'est pas vrai de dire ça. Je laisse les collègues conférenciers. Qui a voulu la tête pour voir les préoccupations des questions, je vais aller vite. Sur la question de salaire, je crois que j'ai noté ici le travail forcé, parce que dans son entendement juridique du terme, l'esclavage a été aussi défini comme toute forme de travail non rémunéré. Donc, partout où il y a un travail non rémunéré, il y a l'esclavage. Mais ici, il faut noter d'abord que nous sommes suffisamment avancés dans le cadre de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et il a été décidé au principe de ce qu'on appelle le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Parce que le fonds qui s'effondre n'est pas de combien touche un travailleur pour mesurer si le salaire est digne ou indigne, mais c'est plutôt le fond des équilibres salariaux dans la société. C'est ça qu'il faut dire, parce que chaque État payera ses salaires toujours conformément aux moyens dont il dispose. On ne va pas comparer la valeur de salaire par rapport à ce que touche l'autre dans un autre pays, mais bien évidemment par rapport à la manière dont l'État établit ce qu'il a au sein de l'État. C'est vrai que chez nous, le SMIC, bien qu'ayant été adopté, n'est pas encore intégralement appliqué. C'est déjà un effort parce que nous avons déjà des textes qui consacrent le salaire de interprétation. Il y a une question sur les églises, en fait, c'est des questions trop idéologiques, mais surtout aussi beaucoup plus sentimentales. Elle est difficile d'entrer dedans. Moi, je ne suis pas très opposé à ce que les Africains utilisent leurs rites pour faire parvenir leurs desiderata. Les étudiants, asseyez-vous, il ne faut pas partir. Rentrez à vos places. Je demande quelques chose. Donc, je suis catholique, convaincu et convaincant, mais je ne suis pas très opposé à ce que les Congolais, les Africains pratiquent les rites. Parce que moi, je reste bien convaincu qu'il y a certains passages de la Bible ou même du Coran qui ne sont pas universalisables. Vous voyez que nul n'ira au ciel et pas à moi. Alors, c'est par Jésus qu'il faut passer pour voir Dieu. Alors, aujourd'hui, lorsque vous regardez ceux qui confessent Jésus dans le monde, ce n'est pas forcément la majorité, c'est que l'on va considérer que les hindous, les musulmans, les ceci sont voués à la paix. Je ne suis pas de cette conviction-là. Lorsque vous allez l'islam, on dit bon, le Coran, c'est Dieu qui a réuni à Mohamed. Alors, si c'est Dieu lui-même qui a réuni à Mohamed, ça devient un autre problème. Mais est-ce que ce n'est pas Mohamed qu'il faut passer au par Dieu? Mais moi, je sais qu'il faut croire. Je ne suis pas très opposé aux pratiques d'autres fois, s'il faut s'exprimer. Quand les Blancs, avant que l'on connaisse Jésus et Mohamed, les Blancs, les grands pasteurs viennent de le dire ici, ils ont trouvé une civilisation. Et de cette civilisation, nous avons des rapports avec Dieu. Dieu avait des noms dans le monde, ceux qui sont bannis, pour nous imposer le dogmatique. Mais bon, il reste à ce que chacun l'apprécie à sa manière. Il y a la question d'organes humains. Je n'ai pas dit vraiment que le trafic d'organes humains s'effectue au Congo, mais j'ai dit qu'il y a à ce jour un grand trafic dans le monde d'organes humains. C'est d'ailleurs une pratique contre laquelle la communauté internationale était en guerre. Récemment, vous l'avez appris, et au fond, on avait surpris en Chine des tonnes et des tonnes d'organes humains destinés au trafic. C'est vrai que l'on ne peut pas lier
le fait que quelqu'un s'adonne à une pratique honteuse à l'emploi ou à la propriété. Ceux qui se livrent aussi à la course à l'enrichissement honteux ne sont pas forcément toujours les pauvres. Vous n'avez qu'un exemple dans notre pays ici. Parfois, vous entendez des votants de gens, de politiciens qui, depuis beaucoup, ont occupé des fonctions sans interruption, mais vous vous réveillez, on vous dit qu'il a volé $1 million. Ce qui le pousse à voler, ce n'est pas la pauvreté. C'est en fait la légèreté de la personne elle-même et son égoïsme qui le pousse à cette course à l'enrichissement honteux. De même, on ne peut pas forcément être voleur parce qu'on manque de travail. Est-ce que si on doit faire le commerce d'organes humains, il n'y a pas d'autre commerce qu'on peut faire si on fait l'argent. On ne peut pas acheter des pneus et vendre, on ne peut pas acheter des pneus et vendre pour s'enrichir, pour avoir des moyens. Il faut forcément se livrer à un commerce aussi ridicule que celui-là, je ne crois pas. Il y a le point d'adoption de la loi, d'une loi contre les nouvelles formes de l'esclavage, à côté de la formation. Oui. La loi ou les lois existent. Je voudrais citer toute une gamme de conventions internationales ici que la République démocratique du Congo a ratifiées. Et lorsqu'on ratifie une convention internationale, notre constitution est claire en son article 220 et 215. Elle prévoit que les lois, c'est ce qu'on appelle le droit moniste, les lois internationales, les conventions internationales régulièrement ratifiées, prennent une place de loi dans notre pays. Elles sont même supérieures à la loi. En dehors de ça, dans la plupart des cas, il y a des conventions que nous avons déjà incorporées dans nos lois intérieures qui sont d'application et des questions plutôt qu'on les respecte. Ça, c'est déjà quelque chose de fait. Qui a aboli l'esclavage, je crois que le monde va y répondre pour ça. Je vous ai dit ici que l'esclavage, la traite négrière, tout comme l'esclavage, n'ont pas connu dans le premier temps une abolition formelle et conventionnelle. Chaque État décidait d'abolir selon que cela convergeait avec ses intérêts nationaux. Lesquels intérêts peuvent être l'image de marque d'un pays. Je voudrais donner l'exemple de la France. C'est lorsqu'elle a été mise au banc de tous de la communauté internationale avec des guerres napoléoniennes qu'elle a trouvé que l'abolition de l'esclavage était une stratégie pour elle pour tenter de revenir sur la scène internationale. En fait, ce n'était pas dans l'intérêt des esclaves en tant qu'intérêt. À ce jour, ces pratiques sont abolies par des conventions internationales. L'une de 1926, dans le cadre de la Société des Nations qui a été créée par le traité de Versailles en 1917, et l'autre qui est une convention complémentaire dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies créée à San Francisco en 1945, c'est celle de 1956. À ce jour, on peut donc dire qu'il y a une interdiction, une abolition formellement juridique qui existe dans le cadre des Nations Unies, mais aussi dans le cadre de toutes nos lois. Toutes les constitutions du monde aujourd'hui, toutes, il n'y a plus une seule constitution d'un État au monde qui prône l'esclavage. Toutes les constitutions ont aboli l'esclavage de manière claire ou indirecte. Voilà. Et la question de la traite s'appelle la démocratie, donc quand même. Mais la démocratie, moi j'ai appris que c'est la pire forme c'est la pire forme de système politique, d'organisation politique. C'est la plus mauvaise, la pire forme d'organisation politique, mais à l'exception de tout autre. Ça signifie que, comme on n'a pas encore trouvé le milieu, il n'y a pas meilleure forme d'organisation politique que celle qui vous offre la possibilité de vous exprimer librement, la possibilité de choisir librement de vos dirigeants, la possibilité de mettre vos dirigeants, de les enlever. Donc il n'y en a pas encore, on n'a pas encore trouvé. Pour le moment, je crois que c'est la meilleure. Comme on dit, la pire forme à l'exception de tout autre. J'estime que je crois encore. Merci. Je commence par cette question pour dire que ici nous sommes quand même intellectuels. Il faudrait vraiment faire la part des choses. La démocratie est
système politique qui est évidemment, avec tous ses défauts et tous ses manques, est censé donner le pouvoir au peuple, être la représentation. On ne peut pas comparer avec la traite. On ne peut pas comparer. C'est quoi la traite de guerre? C'est la déportation. La traite de guerre a été décrite par l'historien comme la plus massive déportation. Et ici, nous sommes au bord de l'océan. Et si, à partir d'ici, jusqu'au nord, vers le Sénégal, la Gambie et d'autres, des millions de Noirs sont pris dans les bateaux et amenés au-delà de l'Atlantique, c'est ça c'est la déportation. Donc, c'est la démocratie. La traite, c'est la violence. On ne va pas dire dans les détails, c'est la violence. C'est l'oppression, le travail forcé, la perte d'identité. On a expliqué ici qu'ils avaient une marque sur leur corps, au feu rouge. Mais à partir de ce moment-là, ils portaient le nom de leur maître. Voilà pourquoi il s'appelle Mike Tyson. Alors que son nom était peut-être Macaire, justement. Donc ça n'a rien à voir avec la démocratie. Donc ça n'a rien à voir avec le Koulouna, messieurs. Le phénomène de Koulouna est admissible. C'est de la criminalité. Il faut saisir. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. D'accord, on ne peut pas comparer ça à la traite des grillères. Il n'y a pas les éléments. Alors, quant aux autres questions, les méthodes de capture, c'est vrai qu'il y a eu la vente libre de certains récalcitrants, on prend un neveu, qui a la faute tête, il a je vais te vendre. On nous a encore raconté ça. Mais est-ce que c'est cette méthode qui a rempli les bateaux de guerre pendant 4 siècles? Vous pensez comment? Dans le village ici, moi je vais vendre mon neveu, je vais vendre mon domestique? Non. Il y a eu des méthodes plus graves, plus massives. C'est notamment les razzias sur les villages. C'est quoi les razzias? On vient en pleine nuit, on attaque tout le village et on prend ce qu'on peut prendre, on tue ceux qui résistent. On brûle les villages. Les razzias ont fomenté des guerres. Pour les Oyo contre les Yombe. Il faut résister. Ils se battent entre eux. Et puis ils prennent des prisonniers de deux camps. Ceux qui ont vu le film Racisme avec Kontakite, on a vu comment Kontakite a été réduit à l'esclavage. Ce n'était pas son oncle qui l'avait vendu. Non, parce que c'était aussi des méthodes. Ils tendaient des pièges aux gens à la sortie d'un village, et puis ils s'emparaient des victimes. Donc il faut vraiment être bien conscient de tout ça. Alors, pourquoi ils n'ont pas résisté dès le début? D'abord, Congo a écrit au roi du Portugal pour protester. Oui, le royaume était en danger. Alors pourquoi ils n'ont pas résisté au début? Je crois qu'il faut souligner 2 ou 3 éléments. Premier élément, ça dépend de ce que vous entendez par le début. Puisqu'on l'a dit ici, vous savez qu'il y a des cas où, dès que le bateau faisait. D'abord, ils viennent de tous côtés. On les rassemble, comme on l'a vu ici, à Bougou. Voilà, on les rassemble là-bas. Il faut le temps, parce qu'ils viennent de différents côtés, ils ne parlent pas la même langue. Donc il faut le temps de créer un esprit commun pour croiser. Donc là, ceux qui ne sont pas tués, etc., ils prennent le bateau. Mais parfois, c'est après 1 jour, 2 jours de navigation que le bateau est attaqué. On a eu des cas comme ça, et c'est connu. Alors, deuxième élément, je crois qu'il y a l'ignorance. Celui qui livre celui qui livrait son neveu pensait peut-être que c'était l'esclavage local qu'on a connu en Afrique et ailleurs, en Europe et partout. Puisque cet esclavage-là, ce n'était pas vraiment des esclaves comme on a vu aux États-Unis. Non. C'était ce qu'on appelle en français des serfs. Donc on les utilisait comme domestiques, etc. Et parfois ils finissaient par être affranchis. Ils avaient même des faveurs de leur maître. Donc je crois que nos ancêtres qui ont vendu des lèvres voyaient le lucre, c'est vrai, ils voyaient le profit, mais ils n'imaginaient pas ce que ça allait le donner. Il y a une autre explication qui ont fourni, c'est que nos divisions ethniques
favoriser aussi cette affaire-là. Quand on dit mais lui c'est un royo, je peux le vendre, moi je suis yopé, etc. Lui il est là, je peux. Donc je crois qu'il y a tout ça. Mais toujours est-il que lorsque le danger a été compris et que l'attachement de la liberté à la liberté était vraiment total, la résistance a pris son envol. Alors les conséquences, très rapidement, d'abord les conséquences démographiques. Quand on vient rassier des villages, on vient détruire pour prendre de l'esclavage. Mais il y a d'abord des conséquences sur la population. À la veille de la colonisation, la population africaine était très très faible. Et puis, il faut lire le peuple en chant qui dit que la traite a arraché 13 millions d'hommes et de femmes au royaume du Congo. Et à la veille de la colonisation, le royaume du Congo n'était plus qu'un comptoir. Les royaumes florissants n'étaient plus qu'un comptoir. Puisque l'essentiel de la population était parti. Et quel essentiel? Les plus vigoureux, parce qu'ils sélectionnaient, hein, ils tuaient les malades, etc. Puis les plus vigoureux, c'est ceux qui ont le temps. Donc, d'abord, les conséquences, c'est ça, les conséquences démographiques et le continent qui est privé de ses forces vives. Il y a eu la déstabilisation. Lorsque vous devez échapper au négrier et vous n'avez pas le temps de rester dans la stabilité pour construire vos États, pour vous adonner au travail agricole. Il y a eu la déstabilisation sociale, il y a de nouvelles maladies qui sont arrivées avec les blancs, il y a eu de nouveaux besoins. Quand ils commençaient à amener de l'alcool, ils avaient des tissus, ils avaient des armes, ils ont créé de nouveaux besoins. Et voilà d'ailleurs ce qui était notre extraversion. Ils nous sont tournés vers le pays, puisqu'on y a que c'est intéressant d'avoir les biens de petits biens qui nous amènent. On nous amène des armes, on emporte l'intelligence, on emporte la force de travail, on emporte le génie culturel et artisanal. Donc vous voyez déjà le commerce illégal qui continue jusqu'aujourd'hui. Ils prennent tout, ils prennent dans le joueur, le football, n'est-ce pas? Les mines n'en parlent pas, de bois, vous voyez les groupes qui parlent. Donc, le commerce illégal date de là, c'est un peu une conséquence. Alors, très rapidement, sur le plan purement économique, sans la traite négrière, il n'y aurait pas eu la révolution industrielle, surtout pas à cette époque-là. Pourquoi? Puisque les capitaux qui ont donné l'impulsion à la révolution industrielle qui a commencé en Angleterre viennent du travail des esclavagisés noirs. Comment? D'abord, chaque esclavagisé représente un profit. On l'achète ici peut-être, on va imaginer la monnaie dominante. On l'achète ici peut-être à $10, on va le revendre à $1000. J'ai les chiffres dans mon livre. C'est déjà un profit. Mais deuxième forme de profit, le travail qu'ils accomplissaient. Parfois 18 heures par jour. Ils ne faisaient que travailler, puisqu'on les amenait pour ça. Et le produit de ce travail-là, parce qu'on les amenait en Amérique, où ils travaillaient dans les champs de coton, et toute la production, le sucre, le tabac, le coton, tout cela allait maintenant en Europe. Mais qu'est-ce que les esclavagisés recevaient comme sur leur travail? Rien. Et c'est tous ces capitaux-là qui ont donné l'impulsion à la révolution industrielle. D'ailleurs, nous avons appris que l'inventeur de la machine à vapeur s'appelait James Watt. Mais James Watt dit que c'est une compagnie négrière, la compagnie des aides occidentales, qui a financé ces recherches. Donc, la machine à vapeur portait le sang et la sueur de nos ancêtres. Alors, voilà cette impulsion-là. Vous savez, pendant 4 siècles, s'il faut transporter des esclavagisés, on doit construire des bateaux, non? On a construit un grand nombre. Donc c'est une impulsion à l'industrie lourde. Nous avons vu les chaînes, nous avons vu les navires. Donc toute cette industrie a été impulsée, a été stimulée par la traite négrière. Nous prenons des assurances. C'est pas comme nous, hein? On va partout, il n'y a pas d'assurance. Eux, dans leur société, tout est assuré. L'assurance qu'on a sur les véhicules, c'était l'assurance sur les bateaux négriers. Donc les assurances ont gagné beaucoup d'argent. Puisque pour chaque esclavagisé, on payait l'assurance, on payait l'impôt. C'est de l'argent.
Troisième contribution de l'Afrique, ce sont les banques. Lorsque les produits partent de l'Amérique, des actifs pour l'Europe, les produits sont vendus là-bas, où est-ce qu'on met l'argent? Dans les banques. Et c'est tout ce capital-là qui a favorisé la révolution industrielle. Donc, les Occidentaux ne peuvent pas, dans la supercherie et la malhonnêteté, dire que la révolution industrielle est sortie de nulle part. Ils le disent puisque nous ne le connaissons pas, et qu'on ne crie pas assez notre cause. Alors, autre forme, c'est la haine de soi. C'est la traite négrière qui est à l'origine de ce racisme. Puisqu'enfant, la traite négrière, le noir n'était pas vu comme un être, malgré ce qu'il a dit là. Parce que la Bible, c'est vrai, il y a ce passage avec. Alors, oui, retour aux religions ancestrales. Pourquoi pas? On peut tout avoir, on peut avoir le christianisme, on peut avoir un christianisme africanisé, comme cela s'est tenté dans l'église catholique. On peut avoir une religion traditionnelle, pourquoi pas? Allez en Chine, vous verrez qu'ils ont leur religion traditionnelle. Pour souvenez-vous dans les jeux d'arrêt. Bon, la motivation, j'en avais parlé, c'est l'attachement à la liberté. Je veux dire montrer que la traite négrière a des spécificités par rapport à tout ce qui s'était passé avant l'esclavage. C'est que les Noirs en ont été les seuls victimes. La traite, c'est ce qu'on appelle traite négrière. Et puis c'était de l'esclavage commercial qui visait vraiment des profits colossaux parce qu'il y avait déjà des influences du capitalisme. Bon, qui a aboli les États, on a répondu. Sans le blanc, il faut rien faire. Alors là, il faut connaître l'histoire de ce jeune d'abord, l'Égypte antique. Les échecs en Antioche, les grands empires du Mali, du Ghana, les empires de l'autre pays, c'était sans les blancs. Mais il faut surtout comparer. Quand vous faites du mal et du bien, on va comparer. Quel est l'impact, quelle est la profondeur du mal que vous avez fait, et quel est l'impact, quelle est la profondeur du bien soi-disant que vous avez fait. C'est après la comparaison qu'on peut discuter avec vous pour les paysans de temps en temps. L'université, mais l'université de Boudou était d'autres universités. Gangafou, Gambeko, c'était les grands théoriciens. C'était les grands théoriciens. Voilà, oui, donc je crois que... Pourquoi on n'a pas soutenu beaucoup de choses? Il faut préciser. Il faut préciser que le projet vise d'abord à ce que la traite, dans tous ses aspects et ses conséquences, soit racontée à nos enfants. Vous savez, les Juifs, on les aide jusqu'à aujourd'hui derrière, notamment par la manne. On les dédommage. Et il est interdit de pratiquer, d'avoir des pratiques ou des paroles qui sont contre les Juifs. On appelle ça antisémitisme. Mais les Noirs continuent à les insulter partout, à les traiter. Il faut que ça s'arrête. Notre rôle, c'est qu'on arrive à lever des options au niveau international pour empêcher qu'on continue le racisme contre les Noirs. Et ici, en particulier au Congo, nous voulons installer des monuments commémoratifs dans toute la République. Nous voulons que l'enfant qui va à l'école apprenne que le Noir a été victime injustement de cette traite négrière. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec les retours universitaires, tous non, rien à voir. Quel management faut-il ajouter contre les formes d'esclavage? Je vous informe que le président de la République a créé une agence contre la traite des personnes. Et les représentants de cette agence est venu siéger avec nous au comité préparatoire. Voilà. Religion, politique, science, c'est le paradis. Moi d'abord, je voudrais vous dire que moi je crois en Jésus-Christ de Nazareth. L'islam dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. L'islam. Et ce qui est écrit, le Coran, c'est Mahomet.
Le Coran parle 5 fois de Mahomet, mais plus de 5 fois de Jésus-Christ candidat. Le Coran. Et je crois, c'est pourquoi j'étais candidat président de la Bible, je crois que la religion, c'est-à-dire l'évangile de Jésus, peut chercher quelqu'un, comme le Moutoumana, et l'autre président dit que c'est un Moutoumana va pour les enfants. Là, nous avons Moutoumana. Mon amour, nous avons pas pour les autres. Pour changer le monde. Je le crois. Merci pour vos applaudissements. Alors, pas de bibliothèque. Tout le monde a vu ma campagne. Tout ça, la bibliothèque a opté sur la question de la traite. Justement, comité scientifique, et le monde a dit non. Et pour ça, la bibliothèque, les choses de soutenir. Ma commande chose de quand même, conférence, sur le commun de document. Vous avez raison, il faut qu'on pense à construire la bibliothèque, la maison de souvenirs et les musées de la traite régulière. Voilà, puisqu'on a été vendu seulement par les Blancs. Nous avons dit ici qu'il y a des pratiques qui ont consisté ici même, c'est le Baolo allait donner l'enfant impoli, on nous a raconté ça. Mais c'est une infime minorité. Mais le reste, c'est l'homme blanc qui jusqu'à aujourd'hui continue à nous prendre pour des gens qui ne méritent pas de vivre en réalité. Alors nous avons quitté, je vais donner la parole, où est-il? À Mélanie. Voilà, le cas d'albinos, c'est le cas. Personne ici dans la salle aimerait avoir un enfant albinos. Pourquoi l'albinos? Parce qu'il manque de mélanine. Et pour comprendre l'importance de la mélanine avec la vision, en peu de mots, la couleur noire absorbe la lumière. Toute la lumière ne reflète pas la lumière. Toutes les couleurs, la lumière est composée de 6 couleurs, bleu, rouge, etc. Et quand ça frappe le noir, toutes les couleurs sont absorbées. Tandis que le blanc, quand il frappe quelque chose qui est blanc, toutes les couleurs sont renvoyées. Vous avez renvoyé, je ne peux pas vous voyez la couleur blanche. Si bien qu'avec les yeux, tout autour, il y a la coque de l'œil, derrière la coque, la rétine, il y a la couche de mélanine, qui fait que la lumière, quand elle pénètre, cette lumière qui va dans la périphérie est absorbée. Mais vous n'en pas une des couleurs qui perturber la vision. Voilà, merci. Nous avons fini et je vais remettre la parole. Je me lève ici et vois que je suis dans une église et de dire Alléluia. Nous disons vraiment merci à toute l'équipe. Ce n'est qu'un début. Moi, ce que j'ai retenu, j'aurais pu peut-être le dire en lingala. Tu es à la Kanayoboye, est-ce que tu vas c'est en fait la question que la commission est venue nous poser. Vous savez ce qui se passe dans votre village? D'où vient votre village? Combien de personnes ont été vendues dans ce village? Je suis en train d'aller faire le humanisme. Parce que c'est des questions profondes qu'on doit se poser. On joue sur un terrain de football, on ne sait pas que c'est plein de cimetières. C'est un cimetière. Africain, c'est important de le savoir. Il faut savoir d'où l'on vient pour pouvoir savoir où l'on veut aller. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc moi, personnellement, à votre nom, à vous tous les établissements de moi de l'enseignement supérieur et universitaire, je voudrais vraiment dire merci à la commission pour ce travail. Pendant presque 5 siècles, nos frères, nos tantes, nos oncles, nos arrières, et tout ce qu'on peut citer, ont été déportés.
Il y a même un siècle qu'on a appelé le siècle des Lumières. C'est le 40e. Le 18e. L'esclavage battait son plein. La lumière est arrivée en Europe, en Amérique, parce que les esclaves étaient vendus. Vous comprenez? Il se donnait des noms à partir des avantages qu'il tirait de nous. Il est important. Au-delà de tout ce que nous avons eu comme interrogation, question de salaire, etc. En médecine, on parle de l'anticipation. C'est une des grandes causes de consultation au centre neuropsychiatrique. Pour le moment, nous parlons de l'esclavage qui a été là et comment nous devons concentrer, connaître cela et l'appliquer, informer nos enfants. C'est ce qui compte d'abord aujourd'hui. Non pas dire est-ce que demain j'aurai un salaire, ça c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui on dit hier on t'a tout pris. Résoudre d'abord ce problème de hier, on t'a tout pris. Laisse dire demain est-ce que j'aurai du pain. Hier on t'a tout pris. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi je suis heureux. Je voudrais encourager cette équipe pour continuer, peut-être faire des productions cinématographiques, faire des livres pour nos enfants, qu'ils comprennent qu'à la place d'étudier la guerre de 100 ans comme pour nous, on aurait dû étudier 5 siècles de guerre et de déportation de nos ancêtres. Ça aurait été plus valable. Encore une fois, merci et surtout pour son excellence parce que nous n'avons pas eu cette grâce à Goma, il n'y a pas eu de Christ dans la salle. C'est un honneur que vous faites à la jeunesse de Moine. C'est vraiment un honneur. Vous avez beaucoup de charges pour aider. Les professeurs, ils sont dans une mission, vous allez dire beaucoup, vous êtes obligés de le faire. Moi, je suis venu pour cela, je peux ne pas être là. Donc, nous ne pouvons pas négliger votre présence dans ces lieux. Et dites tous nos remerciements à son excellence, monsieur le gouverneur, en disant que j'ai été là, je vous ai représenté, même peut-être sans mandat, mais je vous ai représenté parce que quand une autorité est présente, nous devons considérer que son supérieur est présent aussi dans la salle. Mandat ou sans mandat. Donc, merci beaucoup. Je voudrais remercier toute l'Assemblée, toute l'assistance. Il y en a qui sont déjà partis, mais heureusement les étudiants sont là. Et que Dieu vous bénisse. J'aime bien vous le dire. Moi, je crois beaucoup à la jeunesse, vous le savez, je vous le répète. Peu importe les turbulences par lesquelles nous passons, vous avez l'avantage que vous avez connu Jésus-Christ à un âge inférieur par rapport à nous. Moi, j'ai connu Jésus-Christ, j'avais 33 ans. Peut-être j'ai été baptisé, 33 ans, 34 ans. Donc, c'était déjà presque tard, je veux dire. Vous êtes la plupart d'entre vous sont baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est un avantage. Donc, soyez fermes. Les pays ont des problèmes, nous sommes dans des difficultés, mais apprenons d'abord ce qu'on vient nous enseigner aujourd'hui, que Rwanda a été le théâtre, ce qu'on peut en faire, ouvrir le ciel et dire que la mer part, que la route de beau moment de part, vous allez tout souffrir. Il est bon de connaître cela. Soyez bénis. Chaque établissement sait ce qu'il va dire à ces étudiants qui sont présents. Moi, j'en ai emmené une grande quantité. Mais je vois que vous n'êtes plus 50 personnes. Je voudrais que la paritaire qui est venue avec moi me reprenne les noms de ces étudiants-là. C'est avec eux que je vais traiter les gens à l'université. Alors, pour les autres pour les autres, ils étaient efficaces, pomades, idéal. En tout cas, chaque chef d'établissement prend ses dispositions. Pour ce qui est des autorités, j'ai déjà dit, nous allons continuer les débats quelque part. Et là, dans ces débats, ce n'est pas tout le monde qui va. Donc, nous continuons les débats quelque part. Les chefs de secteur vont suivre dans certains territoires, là où nous allons dans les débats. Et le reste, nous vous disons merci. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, vous bénisse tous. Allez dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup à tous les participants. Et je salue d'ailleurs votre enthousiasme. Vous avez bien voulu participer à cette conférence très importante pour nous-mêmes, importante pour le pays, pour la province. Très importante cette conférence pour
des territoires de Rwanda. Parce qu'il faut dire que, exactement, c'est moi qui ai voulu que cette conférence aussi se tienne en Rwanda. Parce que dans les programmes du comité national, Rwanda n'était pas réduit. Alors c'était pas possible qu'une communauté comme celle-ci, une communauté estudiantine, un territoire avec beaucoup d'élèves, qui fait partie aussi de notre province, ne puisse pas bénéficier de ces enseignements combien utiles. Et donc, c'est en marge de la célébration de la journée internationale de la traite négrière que tout ceci est organisé. Et donc, je profite de l'occasion pour dire que ce secteur, aussi dans cette dimension, est bien prise en compte par les gouvernements de notre pays, par les gouvernements de notre province, afin de communiquer ces états de choses qui semblent ne pas être à la portée de tout le monde. Voyez que nous sommes dans l'obligation de dire que notre histoire semble être effacée et qu'il y a lieu de prendre conscience pour réécrire cette histoire. N'est-ce pas? Donc il faut réécrire l'histoire. Et pour réécrire cette histoire, nous avons besoin de tout ça. Nous souhaitons fermement qu'un programme national de l'enseignement soit proposé pour qu'effectivement l'histoire, la vraie histoire de notre pays soit enseignée. Donc je profite de l'occasion pour demander à vous tous que demain, s'il n'y aura pas changement, on va célébrer la journée internationale de la traite négrière et ça va se tenir à Tianfoumou. C'est comme ça que nous sommes là. C'est comme ça que nous sommes là. Donc les universités, les instituts supérieurs, vous êtes là. Vous êtes notre canal de transmission pour aussi montrer une très bonne participation parce que c'est une activité de grande dimension internationale et le pays a conscience faudrait qu'au niveau international on se passe à ça. Donc merci beaucoup à l'AT qui nous a reçus et qui nous reçoit, qui nous accompagne tous les jours. Merci à vous tous. Et donc c'est comme l'a dit le prof, c'est vraiment au nom du gouvernement provincial que j'ai dit ce mot. Et tout en remerciant le professeur qui se dérange pour nous enseigner, pour nous donner toute cette matière. Merci beaucoup, bonsoir.